Et maintenant, dans l'actualité, ces produits chimiques utilisés dans l'agriculture, mais aussi dans les jardins publics ou ceux de nos maisons, et qui seraient dangereux pour notre santé. Oui, nous allons nous pencher sur un pesticide, celui qui est le plus utilisé dans le monde, le Roundup. Il est pulvérisé dans des champs de soja, de maïs ou de colza, et il est présent aussi dans certains désherbants pour jardins. Il y a moins d'un an, le Centre international contre le cancer a classifié un de ses composants, le glyphosate, comme une substance probablement cancérigène pour l'homme. Alors qu'en est-il pour le bétail qui consomme ces aliments traités au Roundup et pour les agriculteurs et leurs familles qui travaillent et vivent de ces cultures? Nous avons mené l'enquête en France, au Danemark et en Argentine. Vous allez découvrir comment le bétail nourri en Europe avec du soja importé subirait des mutations génétiques. Un document signé Pierre Morel. Attention, certaines images sont difficiles. Au nord du Danemark, Ib Petersen élève des porcs depuis plus de 40 ans. Hé, petit, on n'en a plus autant qu'avant. Mais en 2007, il doit soudainement faire face à une étrange épidémie. Pour la première fois de sa carrière, il voit naître dans son troupeau des cochons à l'apparence inquiétante. Celui-là a 2 têtes en une. Elle est divisée en 2 ici. Celui-là est né comme ça. Il n'a pas de tête. Il a un nez ici. Pour lui, l'origine de ces malformations ne fait aucun doute. Il s'agirait de l'alimentation de ces bêtes. Quand on a étudié ce que les bêtes avaient mangé pendant 2 ans, on est arrivé à la conclusion que plus la concentration en glyphosate était élevée dans la nourriture, plus il y avait de déformations, de mort-nés et de problèmes de fertilité. Alors là, on s'est dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un lien. Pour les nourrir, il a utilisé pendant plusieurs années du soja traité au glyphosate, un puissant herbicide. En 2011, il décide d'arrêter l'utilisation de cet aliment et les malformations disparaissent aussitôt. Pendant plus de 4 ans, il a filmé avec son téléphone portable des visions de cauchemars, liées selon lui aux excès de pesticides dans l'alimentation de ses bêtes. This pig is born on the 24th of January 2013. The 24th of January 2013. This pig is born on the 26th of January 2013. It's got bone in it, sort of twisted bone. But if you look inside, oops. Le glyphosate, c'est le pesticide le plus utilisé dans le monde. Il est pulvérisé dans les champs de soja, de maïs, de colza. On le trouve aussi dans les bidons que nous achetons pour désherber nos jardins. Cancer, malformation, partout autour du monde, cet herbicide est soupçonné d'empoisonner le bétail, mais aussi les humains. En France, en Argentine et au Danemark, nous avons enquêté sur cette substance controversée. Auprès des chercheurs et des victimes, et derrière un écran de fumée, où secrets industriels et conflits d'intérêts semblent être la norme. Chaque jour, Sabine vient chercher ses enfants à l'école. Sa fille Alicia et son fils Théo. Alors Loulou, ça va mon chéri? T'as bien travaillé? Un petit garçon qui aujourd'hui va en classe comme tous les autres. Mais Théo revient de loin. À 7 ans, il a déjà subi 50 opérations. Le premier mot? Tôt. Tôt. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Je dois savoir plus 6 plus 7. Si je te dis 9 plus 4? 13. 13, pas mal. Il est né avec une atrésie de l'œsophage, une malformation grave du système respiratoire et digestif. Depuis, il vit avec une trachéotomie qui lui donne cette voix particulière. Est-ce que tu sais pourquoi tu as été malade, toi? Parce que maman, elle mettait du serpent sur la carrière quand j'étais pas encore né. C'est votre maman qui t'a expliqué ça?
que oui. Maman et papa. T'as tout, tiens. Pendant sa grossesse, Sabine se souvient avoir utilisé un désherbant à base de glyphosate, le Roundup, pour traiter ce pré où elle garde ses chevaux. À l'époque, le Roundup, il y avait des publicités qui disaient c'est, alors pas forcément écologique, mais c'est le désherbant le plus biodégradable et qui s'élimine très rapidement. Une semaine après, vous pouvez replanter. Donc on s'est dit, bon, bah, ça a l'air d'être le moindre mal, on va choisir ce produit-là. Voici l'une des publicités qui l'ont convaincu. L'histoire du chien Rex et de son os. Les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes. Un film pour lequel le fabricant de cet herbicide, le géant américain Monsanto, a depuis été condamné pour publicité mensongère. Mais pour Sabine et Théo, le mal est déjà fait. On a posé la question au chirurgien qui allait l'opérer, d'où est-ce que ça peut venir, et il nous a dit, bah, écoutez, on ne sait pas vraiment, c'est quelque chose d'assez rare, c'est une pathologie assez rare, mais bon, les quelques études qui ont été faites tendent à pointer vers les pesticides et les désherbants. Bon, allez, goûtez. Malgré l'avis de ce spécialiste, impossible pour Sabine et son mari de prouver de manière certaine le lien entre ce désherbant et la maladie de leur enfant, même si pour eux, il ne fait absolument aucun doute. Depuis, ils militent pour l'interdiction du glyphosate. Et aujourd'hui, on est effectivement encore en colère parce que ces produits sont toujours en vente. Ils continuent à être pulvérisés partout, que ce soit en France ou à l'étranger, sur les cultures, sur les vignes, dans les vergers. Donc aujourd'hui, du glyphosate, vous, moi, on continue à en manger, même quand on fait attention, on n'a pas forcément moyen d'y échapper. Le glyphosate est-il vraiment responsable de la malformation de Théo ? Comme Sabine, 17 millions de Français utilisent ce produit dans leur jardin. Mettent-ils leur santé en danger ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans un pays qui est aujourd'hui l'un des plus grands consommateurs mondiaux de glyphosate, l'Argentine. Dans la province de Santa Fe, ce que l'on appelle ici l'or vert, c'est à la perte de vue. Le soja, l'Argentine en est le 3e producteur et exportateur mondial. Chaque année, Martine Pilar en produit 700 tonnes. C'est ici que commence ma propriété. J'ai 200 hectares, 20 de maïs et 180 de soja. Cette parcelle a été pulvérisée il y a peu de temps. Et là maintenant, dans 10 jours, on va pouvoir semer du soja. Pour travailler ces 200 hectares, seulement 2 ouvriers. Un pour semer, un autre pour répandre du glyphosate sur les mauvaises herbes. Comment ça va ici? Est-ce qu'il faut recharger des graines? Non, c'est bon là. Comme la quasi-totalité des agriculteurs argentins, Martine cultive du soja génétiquement modifié. Ça, vous voyez, ce sont les semences de soja. Et le vert dessus, c'est de l'engrais. Ces graines, développées par Monsanto, sont spécialement fabriquées pour être associées au glyphosate, également commercialisé par la marque américaine. Pour augmenter les rendements, Martine en utilise toujours plus et y ajoute même d'autres produits. On utilise du glyphosate. Mais le glyphosate, c'est comme quand on s'habitue aux antibiotiques. Il y a des mauvaises herbes qui sont devenues résistantes au glyphosate. Et alors, comment vous faites ? Alors, on doit utiliser d'autres produits ou on doit travailler en utilisant des doses plus élevées. Avec le glyphosate, il ajoute notamment du 2,4-D, un des composants de l'agent orange, un désherbant aujourd'hui interdit, utilisé comme arme de guerre par l'armée américaine au Vietnam. Des cocktails de substances chimiques aux effets inconnus sur la santé humaine. À 800 km de là, la province du Chaco, au nord du pays. Une des régions les plus pauvres d'Argentine. Le village de La Tigra est cerné par les champs de soja et les pulvérisations aériennes de pesticides. Inès a toujours travaillé dans les champs. Ils viennent tout le temps avec des hélicoptères pulvérisés du poison.
Et avec le vent du nord, on reçoit tout ici. On sent que ça nous colle à la peau. Alors qu'elle était enceinte de 2 mois, un avion passe juste au-dessus d'elle. Plusieurs allers-retours et autant de pulvérisation. Elle se retrouve cernée par des vapeurs de glyphosate. Pendant 3 jours, c'est comme si je manquais d'air. Je suis allée voir le médecin et il m'a dit que c'était probablement à cause des fumigations. J'étais enceinte et ça m'a vraiment fait très mal. J'étais enceinte de 2 mois et demi. 7 mois plus tard, son fils Thiago naît avec une microcéphalie, une malformation rare du cerveau. Aujourd'hui, il a 3 ans. Il n'a jamais prononcé le moindre mot. Pour moi, ça a été très dur de savoir qu'il avait cette maladie. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas s'il allait mourir ou survivre. Aujourd'hui, il a 3 ans et il est toujours avec moi. Et si Dieu le veut, je pourrais le garder encore longtemps. Dans le village, des petits comme lui, il y en a plein. Oui, plein. La Tigra compte 2600 habitants. Dans le village, chaque famille connaît au moins un cas de handicap. Yanina ne peut plus laisser sa fille sans surveillance. Guadalupe a 10 ans. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative. Son état a commencé à se dégrader quand elle avait 4 ans. Et les médecins ne savent toujours pas ce qu'elle a. C'était une petite très joueuse, très éveillée, très maligne. Jusqu'à l'âge de 4-5 ans, elle était normale. Et en 1 an, elle est revenue en arrière, comme si elle était née à nouveau, comme si elle était redevenue un bébé. Elle faisait déjà du vélo, elle savait parler, elle avait déjà appris beaucoup de choses. Guadalupe s'éteint chaque jour un peu plus. Elle ne peut plus se déplacer seule. Sa parole s'en est allée en quelques mois. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des microcéphalies, des paralysies cérébrales. Il y a beaucoup de cas, vraiment. Tout ce que nous ont dit les docteurs, c'est que ça pouvait être génétique. Je ne sais pas quoi penser parce que... Il y en a toujours plus. Il y a toujours plus d'enfants qui tombent malades. Et avant, ce n'était pas comme ça, pas à ce niveau-là. Mon père, qui a 50 ans, il se rappelle qu'avant, il y en avait 1 ou 2, pas plus. Une population isolée, qui n'a jamais été informée sur les dangers possibles du glyphosate, et dont l'ignorance continue de provoquer des ravages dans la région. C'est quoi ces bidons-là? Ça, ce sont des bidons de glyphosate. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces bidons, surtout pour stocker de l'eau. Bien lavés, tu peux les réutiliser. Beaucoup de gens en utilisent. Vous ne pensez pas que c'est dangereux? Non. Je ne sais pas si c'est dangereux, les herbicides. L'an dernier, près de 250 millions de litres de produits chimiques ont été épandus sur les terres argentines. Face aux intérêts du lobby agricole, les autorités ferment les yeux. Le gouvernement argentin n'a diligenté aucune enquête sur le glyphosate. Mais les soupçons se multiplient. Dans l'état du Chaco, en 1995, avant l'arrivée massive du glyphosate, il y avait 6 centres d'accueil d'enfants handicapés. Presque 20 ans après, il y en a plus de 50, comme celui de Marisa Gutman. L'état neurologique de ces enfants est irréversible. Il n'y a pas d'autre solution que travailler du mieux possible pour améliorer leur quotidien. Mais on ne pourra pas faire plus pour eux. Marisa Gutman a toujours travaillé avec des enfants handicapés. Mais face à l'afflux de malades, ces dernières années, elle n'est plus en mesure d'accueillir tous les enfants qui frappent à sa porte. Il y a toujours eu des cas de handicap.
Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une augmentation immense, abyssale même, des cas de handicap dans les zones où il y a des pulvérisations. En Argentine, la seule étude sur les effets du glyphosate dans les zones agricoles a été menée par un professeur de médecine de l'université de Rosario. Depuis 5 ans, avec ses étudiants, Damián Versenassi a interrogé plus de 120 000 habitants de ces régions. On voulait savoir pourquoi les gens tombaient malades et les causes de décès dans ces régions. On a donc fait une enquête maison par maison en posant aux gens une série de questions. Les résultats, une augmentation exponentielle des taux de cancer et d'avortements spontanés. Regardez les nouveaux cas de cancer pour 100 000 habitants en 2008. En Argentine, la moyenne nationale était de 206. Et la moyenne des localités étudiées était de 368. C'est presque 2 fois plus que la moyenne nationale. Dans certains villages, l'étude du Dr Versenassi montre un taux de cancer jusqu'à 3,5 fois plus élevé que la moyenne nationale. On peut affirmer que dans ces villages que nous avons étudiés, où le modèle de production agricole s'est transformé il y a 15-20 ans vers un mode de production de semences transgéniques dépendant des pesticides, cela a aussi changé les pathologies et les causes de décès. Et surtout, ce que l'on voit, c'est que 85% de ces personnes vivent à moins de 1000 mètres des terres pulvérisées. La réalité des chiffres est violente. Et les problèmes de santé qui seraient liés au glyphosate ne concernent pas que les Argentins. Il fait souvent des crises et il finit par se faire mal. Avant notre départ, Marisa souhaite adresser un message aux Européens, principaux consommateurs de soja argentin. Nous sommes le grenier du monde pour que vous, en Europe, vous donniez à manger à votre bétail avec ce soja qui est inondé de poison. Le glyphosate est à l'intérieur du soja. C'est nous qui en souffrons directement aujourd'hui, mais c'est vous qui en souffrirez demain. Il est urgent de prendre conscience de ça. Oui, c'est urgent que vous en preniez conscience. Chaque mois, 150 000 tonnes de soja traitées au glyphosate débarquent dans les grands ports de l'Hexagone, en provenance des États-Unis, du Brésil et de l'Argentine. Près de la moitié des protéines végétales consommées par les élevages français en proviennent. Ce jour-là, à Saint-Nazaire, un cargo décharge 66 000 tonnes de tourteaux. Ce soja, dopé au glyphosate, c'est celui qu'utilise Hervé Pillot, en Vendée. Après des dizaines de coups de téléphone, c'est le seul éleveur en France à avoir accepté de nous recevoir. Il possède 150 têtes de bétail, dont des vaches laitières. Et pour garantir leur rendement, Hervé leur donne des protéines, du soja. Ça doit faire 40 ans qu'ils s'en utilisent dans les élevages laitiers en France. On n'a pas, d'une part, de lait sans protéines ou de viande sans protéines. Jour d'aujourd'hui, la protéine encore la plus intéressante, c'est le soja. Ces vaches en consomment en moyenne 2,5 kg par jour. Allez là, allez! Et pour l'instant, même si ce produit présente des traces de glyphosate, Hervé Pillot ne pourrait pas gérer son exploitation en renonçant au soja. Si on devait brutalement changer, parce qu'on mettait une interdiction sur le soja par exemple, on ferait baisser considérablement la production, et là le risque il est réel. Et d'un autre côté, pourquoi se passer d'une source de protéines aussi bonne que celle-là? Pourquoi se passer du soja? C'est aussi ce que pensait Ib Petersen, l'éleveur danois qui a vu naître dans son troupeau des porcelets atteints d'étranges malformations. Il a aussi vu se développer des épidémies de diarrhée qui ont tué des centaines de bêtes. Il décide alors de retirer le soja de leur alimentation pour le remplacer par de l'orge, cultivée dans sa ferme. L'épidémie disparaît en seulement 3 mois, mais réapparaît mystérieusement 2 ans plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était le glyphosate, et non le soja, qui avait un impact sur la santé des bêtes. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus assez de grains dans mes propres champs pour nourrir mes porcs.
Alors j'ai dû acheter 3 camions d'orge. Aussitôt que j'ai donné cette orge à mes bêtes, nous avons eu à nouveau des diarrhées jaunes, comme nous n'en avions pas eu depuis plus d'1 an dans l'élevage. Je me suis dit, ok, là je dois faire un test. Et les résultats ont montré qu'il y avait du glyphosate dans ces camions. Ces dernières années, à travers le monde, des centaines de troupeaux ont été décimés par cette diarrhée jaune, dont l'origine reste officiellement inconnue. Ib Petersen, lui, a simplement retiré le glyphosate de l'alimentation de ses bêtes, et depuis 2 ans, aucune épidémie n'a frappé son troupeau. Après 6 mois, on s'est rendu compte que l'on utilisait 1/3 d'antibiotiques en moins que ce que nous avions l'habitude d'utiliser avant. Le graphique est totalement clair. Au Danemark, la découverte de Ib Petersen alerte le gouvernement. Le Parlement diligente aussitôt une enquête. Et des scientifiques se mettent à étudier la question. Martin Tang est à la tête de ce groupe de recherche. Nous voulons la meilleure nourriture pour produire le meilleur lait et des animaux en bonne santé. Ça, c'est du soja OGM, et je suis quasiment sûr qu'il y a du glyphosate là-dedans. Et il vient d'où? D'Argentine. C'est de là que vient la majeure partie du soja. Le glyphosate peut-il être à l'origine de ces épidémies de diarrhée? Martin Tang en est presque certain. Nous pensons que le glyphosate dans les graines de soja peut affecter les animaux. Parce que ça affecte les bactéries, et nous en avons des millions et des millions dans les intestins. Et oui, nous savons clairement que les bactéries sont affectées par le glyphosate. Le glyphosate favoriserait la prolifération de mauvaises bactéries dans le système digestif, au détriment des bonnes bactéries. Chez les animaux comme chez les hommes, c'est quand cet équilibre est perturbé que surviennent les diarrhées. Nous pensons que c'est vraiment nécessaire d'en savoir plus sur cette question. Et on se demande vraiment pourquoi rien n'a été fait jusqu'à présent. Et vous avez une petite idée? Non, mais je me demande juste pourquoi les autorités sanitaires européennes n'ont demandé aucune étude sur l'effet du glyphosate sur les bactéries. Parce que nous savons, ils savent, Monsanto sait, qu'il n'y a plus de doute sur l'effet du glyphosate sur les bactéries. Présent dans l'alimentation des animaux, le glyphosate l'est aussi dans celle des humains. La France est la première puissance agricole d'Europe. À ce titre, elle est aussi le plus important utilisateur de glyphosate. Céréales, fruits, légumes, l'herbicide est partout. Il est aussi le premier polluant des eaux de rivière où, selon les agences de l'eau, sa concentration augmente chaque année. Pour protéger les consommateurs, la législation limite les doses de glyphosate autorisées dans nos aliments. Mais ces mesures sont-elles suffisantes ? En 2012, Gilles-Éric Serralini, chercheur à l'université de Caen, décide de nourrir des rats avec du maïs OGM douché au Roundup. Il leur donne aussi à boire de l'eau dans laquelle les doses de Roundup ne dépassent pas les normes légales. On avait des tumeurs mammaires de manière importante, jusqu'à 80%. On avait des pathologies hépatiques du foie et rénales, et on avait des inversions d'hormones sexuelles. Donc, on a en fait une panoplie de phénomènes qui se manifestent dès les premières doses et qui atteint très vite un point de saturation. Son étude est publiée dans une célèbre revue américaine, la Food and Chemical Toxicology. Mais rapidement, elle est remise en cause par une partie de la communauté scientifique. Yann Fichet est le directeur des affaires institutionnelles de Monsanto en France. Pour lui, l'étude du professeur Serralini n'aurait aucune valeur. Écoutez, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur l'étude de M. Serralini. Moi, je n'ai pas la légitimité, si vous voulez, pour... Elle a été publiée dans une revue scientifique. Il a montré la dangerosité de votre produit. Et elle a été contestée par toute la communauté scientifique, que ce soit les autorités compétentes en France, en Belgique, en Italie,
l'USIPF, c'est-à-dire l'agence américaine, j'en oublie sûrement. Je me fie, si vous voulez, à toutes ces instances indépendantes, scientifiques, qui ont porté un jugement sur cette étude. Mais le professeur Seralini poursuit ses recherches. Il affirme même avoir découvert la véritable cause de la toxicité du Roundup. Au-delà du glyphosate, il y aurait d'autres substances dangereuses dans le désherbant, dont la firme Monsanto ne mentionnerait pas la présence. Ce qu'elle a fait, c'est des tests sur le glyphosate tout seul. Or, le glyphosate tout seul est jusqu'à 1000 fois moins toxique que le Roundup. Et ce qui me scandalise, dans le fond, c'est que les collègues des agences de réglementation, ils ne vérifient pas ça. Ils ne demandent pas des tests à long terme avec le mélange tel qu'il est vendu aux agriculteurs. Au printemps dernier, la thèse du professeur Seralini obtient un soutien de poids, celui de l'Organisation mondiale de la santé. Après avoir évalué 260 études menées par des chercheurs indépendants, cette institution décide de classer le glyphosate parmi les substances cancérigènes probables. Catherine Gitton est directrice de recherche à l'OMS. Nos évaluations sont basées sur des études publiées par des revues scientifiques ou produites par les industriels. Mais à ce moment-là, leurs résultats doivent être rendus publics pour que des chercheurs indépendants soient en mesure d'étudier ces résultats et d'émettre leurs conclusions. Monsanto nous a accusés de ne pas avoir utilisé les études industrielles de l'agrochimie. En fait, nos experts ne pouvaient pas les utiliser, car elles n'étaient pas dans le domaine public. Pour l'OMS, le glyphosate est donc probablement très dangereux, mais pas pour les autorités sanitaires européennes, car elles ne s'appuient pas sur les mêmes études. Selon moi, l'évaluation des autorités sanitaires européennes a été entièrement rédigée par les industriels du glyphosate. Les autorités sanitaires européennes n'ont fait que la relire et fait des commentaires en disant « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». C'est un procédé totalement différent de celui que nous utilisons. Il y a un total conflit d'intérêts qui peut influencer les décisions des deux côtés. Selon nous, ce n'est pas le rôle des experts. Pour vérifier les propos du Dr Gitton, nous nous sommes procuré le dernier rapport des autorités sanitaires européennes sur le glyphosate. Contactées, elles n'ont pas souhaité s'exprimer. Dès les toutes premières pages de ce volumineux document, un alinéa attire notre attention. À cause du grand nombre d'études toxicologiques présentées, le Bureau d'études sanitaires n'a pas été en mesure de s'intéresser en détail aux études originales. Une autre méthode a donc été choisie, s'appuyer sur les descriptions et les évaluations fournies par la GTF. La GTF, c'est la Glyphosate Task Force. Sur son site internet, elle se présente comme une association d'entreprises destinée à favoriser le renouvellement de l'autorisation du glyphosate en Europe. On y trouve Monsanto, bien sûr, et tous les grands noms de l'agrochimie. En d'autres termes, il s'agit du lobby européen du glyphosate. L'industrie semble donc être jugée partie dans cette évaluation. Dans le rapport qui sortira. Je vous parle pas d'une copie, monsieur Fischer, mais je vous repose la question. Quand vous voyez que le rapport du BFR qui va faire foi pour l'EFSA est présenté au Parlement européen pour la réévaluation du glyphosate pour 10 ans, quand on voit dès la 5e page que le BFR s'est appuyé sur les données d'un groupe d'entreprises qui travaillent dans l'agrochimie, ça vous pose pas problème? C'est la réglementation qui prévoit les choses comme ça. D'accord. Donc c'est-à-dire que pour vous, que ce soit les industriels du glyphosate qui jugent de la toxicité de leurs produits et non pas des experts indépendants, c'est normal. Nous faisons une première évaluation. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, monsieur Fier? Moi, je trouve ça tout à fait normal parce que ça se passe tout à fait bien. Nous voulons également connaître son avis sur les résultats de notre enquête en Argentine, et notamment sur les taux de cancer dans les zones agricoles. Quand vous voyez une étude sur 120 000 personnes où on montre qu'il y a 250% de plus de cancer dans les régions où il y a des épandages de glyphosate, selon vous, c'est pas une preuve? Je ne suis pas épidémiologiste, je m'appuie sur des gens, sur des scientifiques locaux qui regardent les choses et qui parlent avec mes collègues épidémiologistes en Argentine. C'est-à-dire que seuls les chercheurs à lesquels vous faites confiance chez Monsanto ont droit de réponse? Là, c'est-à-dire que ça, on ne doit pas le prendre en compte?
L'étude financée par le gouvernement. Monsieur, ce n'est pas une étude. Non, c'est une étude épidémiologique. Elle n'est pas publiée. On ne sait pas comment c'est fait. On ne se connaît pas. Peut-être qu'elle sera publiée un jour. Peut-être. C'est-à-dire pour l'instant, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que toutes les preuves évidentes, que ça soit. C'est évident que pour vous. Dites-moi. L'absence de preuves, Donnez-moi une preuve contraire, je suis prêt à l'entendre. c'est le leitmotiv de Monsanto. À la fin de notre enquête, il nous semblait que les géants de l'agrochimie étaient intouchables. Mais nous avons pris le train une dernière fois, en direction de Lyon. C'était le 10 septembre dernier. La cour d'appel s'apprêtait à écrire une nouvelle page de l'histoire de la justice française. Derrière ces portes, les derniers instants d'un feuilleton judiciaire ouvert il y a 8 ans. Au même moment, à Paris, un homme comptait les secondes qui le séparaient de cette décision. C'est 8 ans de combat, 8 ans qui m'ont pris beaucoup d'énergie. Paul François est agriculteur. En 2004, il a été intoxiqué par un herbicide de Monsanto. Non pas du glyphosate, mais du Lasso, retiré de la vente en 2007. Atteint de lésions cérébrales et de troubles neurologiques graves, sa vie a basculé. La Cour d'appel de Lyon vient de rendre son arrêt. Oui, maître Laforde, Vincent de Faucroix. Je viens d'avoir l'arrêt, il est confirmatif. Confirmatif. Donc. Pour la première fois au monde, un fabricant de pesticides est condamné pour défaut d'information. Pourtant, pendant des années, Monsanto a affirmé pour le Lasso comme pour le Roundup qu'aucune preuve ne permettait d'accuser son produit. J'ai rappelé, c'est confirmé, on a gagné. On a gagné, c'est confirmé, la décision est confirmée. Ah, c'est beau. Ça n'a pas été pour rien. Bon sang. C'est bien de pouvoir leur mettre une claque à ces mecs-là. C'est bien. On doit être très méfiant de ce qui nous est vendu, de ce qui nous est proposé, toutes ces méthodes. Parce que derrière une autorisation de mise sur le marché, ce n'est pas un sésame d'un produit inoffensif. Ce n'est pas qu'un médicament des plantes, comme certains peuvent le dire. C'est un produit qui peut être parfois hautement toxique. Un petit céréalier charentais vient de faucher le plus grand géant de l'agrochimie mondiale, Monsanto. La fin d'un long combat pour un homme et une brèche qui s'ouvre dans la responsabilité des fabricants de pesticides. Et de toutes dernières informations sur ce sujet, depuis notre tournage, Monsanto a déposé un recours en cassation contre cette décision de justice que l'entreprise conteste. Elle continue également de rejeter les accusations contre le glyphosate. Et enfin, Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, vient de demander le retrait de l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate lorsqu'il est mélangé à certains autres ingrédients.